Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce nouveau forum. Les revendications sociales sont-elles défendables, souhaitables ou tolérables en temps de crise, sanitaire, pandémie mêlée de velléités terroristes avec les premières escamoches à Kpenjal, dans le nord du Togo? L'extension du terrorisme vers la côte est-elle finalement inévitable? Au Mali, épicentre du mal qui répand la terreur, on reste optimiste avec une nouvelle vision, la nouvelle alliance russe. Nous allons continuer à armer efficacement le Mali pour qu'il défende efficacement son territoire et sa souveraineté, nous dit Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, n'en déplaise à la France et à la CEDEAO qui ne font plus peur de toutes les façons à Bamako ou à Conakry. Quel est le positionnement d'un parti comme Nouvelle Vision dans cette géopolitique africaine? Pour nous situer sur ces questions, nous faisons venir au plateau cette semaine Dr Aubin Kodjovi Atnaton. Docteur, bonjour. Bonjour, je dis bonjour à toute la famille togolaise. Bonjour à toute la jeunesse africaine et bonjour le monde. Docteur Kodjovi Atnaton est diplômé en administration et leadership. Vous avez un doctorat en la matière. Vous préparez d'ailleurs un deuxième doctorat. Hein? Oh oui, je suis en train de préparer un second doctorat en droit pour avoir des connaissances plus approfondies dans ce domaine. Droit, jurisprudence. Pardon, jurisprudence. Jurisprudence. Vous avez enseigné avant les mathématiques appliquées aux États-Unis, à votre actif plusieurs ouvrages, notamment sur le développement personnel, la puissance de la parole, les secrets de la réussite de la vie, mais aussi l'ouvrage très à propos maintenant, les 10 commandements de l'éducation. C'est-à-dire que le domaine éducatif, vous le connaissez très bien. Exactement. Vous avez été candidat récalé à la présidentielle de 2020 dans votre pays, le Togo, et puis vous présidez maintenant, président national du parti Nouvelle Vision. Oui, exactement. Et donc, aux États-Unis, j'ai été enseignant de mathématiques et chef de département pour plusieurs années, et également vice-proviseur, superintendant certifié. J'ai écrit des ouvrages sur l'éducation et aussi pour le développement personnel. Et qui, j'invite la jeunesse togolaise à lire Les secrets de la réussite de la vie pour leur donner encore de boost, pour avoir l'espoir de continuer à se battre pour le meilleur de chacun de nous. J'ai manqué de dire que vous êtes également chef d'entreprise, des entreprises qui donnent des conseils dans l'ingénierie financière notamment. Oui, oui. Avec NGBI Group, nous faisons des conseils en business et puis on a une branche également aux États-Unis où on s'occupe des services fiscaux et aussi des accompagnements des PME et des PMI. Donc ici à Lomé, Carrefour de Lyon, nous avons une entreprise également là-bas pour suivre, conseiller, orienter les jeunes entrepreneurs. Mais comment fait-on pour avoir un tel parcours? Je précise que vous êtes très jeune, 45 ans environ. Oui, exactement. Dans le contexte africain. Bon, je vis toujours par le motto des Power of Determination. Parce que quand vous avez la détermination, il y a un pouvoir qui suit. Si vous voulez le faire, vous vous impliquez dedans, vous vous mettez dedans, avec une vision claire devant vous, vous arriverez à le faire. Donc je pense quand même que j'en ai parlé largement dans mon 4e ouvrage dénommé Les secrets de la réussite de la vie. Mon parcours, ce qui m'anime, ce qui me donne cette énergie de continuer à faire. Je pense quand même que je n'ai pas encore fini. Je suis en cours de route parce que je finirai lorsque je verrai ma génération, ma jeunesse autour de moi être à l'aise, avoir des opportunités pour joindre les deux bouts tous les jours. Mais est-ce que cette détermination, cette envie de réaliser ses rêves, est-ce que c'est différent de ce que les chrétiens appellent la foi? Je pense que la foi, c'est défini dans plusieurs choses. La foi, c'est avoir une confiance absolue sur ce que vous voulez faire et puis et que cette confiance vous amène à prendre des actes vers la réalisation de la chose. Donc, côté chrétien, je ne dirais pas que c'est la foi qui fait réaliser les choses, mais quand on dit dans le domaine chrétien que vous avez la foi en Dieu, c'est que vous avez une confiance dont vous ne voyez pas la logique, mais vous croyez que ça pourra arriver. Oui, cette foi existe
Et je pense que c'est avec cette foi que nous arrivons des fois à faire des choses. Ben, quand on passe un peu sur la Bible dit la foi sans l'acte est vaine. Donc quand la foi sans l'acte est vaine, ça veut dire que ce n'est pas une foi fondée. C'est la même chose autrement quand je dis une foi qui te permet d'agir vers la résolution, vers la solution, vers la vision, l'accomplissement de la vision. Je pense d'un côté, on peut le classer, on peut le comparer à cette foi religieuse, mais de l'autre, il faut que ça soit objectif. Merci. Docteur Ton, on va revenir à notre sujet, la conjoncture sociopolitique de votre pays, le Togo, qui a connu ces dernières semaines des soubresauts sur le front social dans le secteur de l'éducation, avec 2 jours de grève d'un syndicat d'enseignants, 2 jours de grève qui ont failli être répétés, mais avortés à la dernière minute. Ce que je voudrais vous demander, est-ce que les enseignants ont raison de demander à l'État des primes spéciales, c'est-à-dire une augmentation de leur salaire en pleine crise sanitaire? Je dirais plutôt que nous sommes dans une situation où l'on ne devrait pas se poser la question de savoir si les enseignants ont raison ou pas. Mais c'est de savoir plutôt, ou bien c'est de se poser la question de savoir si le problème est objectif, si le problème est réel. Et si à cette question on répond oui, alors tournons-nous vers la résolution du problème au lieu de continuer à se demander qui a raison ou qui a tort. Aujourd'hui, quand nous voyons les conditions des enseignants, personnellement je suis enseignant également, même si ce n'est pas ici au Togo, mais je pense quand même que j'ai beaucoup de collègues et puis avec la nouvelle vision de la Togolese Foundation, entre-temps, on a eu à faire beaucoup de formations avec les enseignants. On comprend beaucoup de leur situation. Donc la question que je me poserais, c'est de savoir est-ce que c'est objectif pour les enseignants togolais de demander une augmentation ou bien une prime spéciale? Mais je dirais à cette question, oui, quand tu vois les conditions dans lesquelles les gens évoluent, quand tu vois les conditions dans lesquelles les enseignants effectuent leur rôle. Mais depuis 2005, la situation des enseignants a beaucoup changé dans votre pays, le Togo, positivement. Positivement, changer, oui, mais quand on dit quelque chose à améliorer, oui, est-ce que ça atteint vraiment un niveau où aujourd'hui, vous et moi, on peut se dire, nous sommes fiers d'envoyer nos enfants dans nos écoles? Oui, nous avons eu, entre-temps, au cours primaire, au cours secondaire, les enfants qui ne paient plus pour aller à l'école. Il y a eu augmentation pléthorique des nombres d'élèves dans des classes. Est-ce qu'il y a des outils? Est-ce qu'il y a la formation orientée qui permet à cet enseignant de savoir comment maintenir, contenir et transmettre la connaissance à ses enseignants? Il y a tellement de choses. Mais quand on dit ça change, mais la question qu'on doit se poser, c'est que est-ce que nous pourrons nous dire qu'on a au moins le minimum nécessaire pour que les enseignants exercent leurs fonctions dans de bonnes conditions pour former nos enfants l'avenir de demain? Je dirais aujourd'hui quand même qu'au niveau de l'éducation, il y a beaucoup à faire. Je ne dis pas que l'État ne fait rien. L'État fait ses efforts, mais est-ce que c'est objectif pour les enseignants de demander une amélioration de leurs conditions? Je dirais oui. Oui, mais est-ce que les enseignants ne doivent pas tenir compte aussi du contexte socio-économique, on va dire, marqué par une pandémie où l'État a ses priorités? Oui, l'État a ses priorités. Bon, quand on dit conditions socio-économiques, on ne peut pas éjecter les enseignants dedans. Ils font aussi partie de cela. Donc, l'État a ses priorités. L'éducation n'est pas des moindres. Et je pense quand même que même s'il y a les conditions de vie... C'est une question de disponibilité aussi. Est-ce que dans ce contexte de pandémie où on assiste à une décroissance, est-ce que l'État a les moyens suffisants? Oui, quand on parle des moyens, ce n'est pas seulement parce que les enseignants demandent et qu'on leur donne qu'il y a la solution. Quand vous demandez à votre père quelque chose et le père n'en a pas, il fera comment? Il faut communiquer. Il faut arriver à trouver des compromis. Et quand vous arrivez à trouver des compromis, il faut trouver des compromis réalisables. Et quand vous trouvez des compromis réalisables, il faut les réaliser. Donc je pense que oui, nous sommes dans une situation de pandémie où il y a décroissance économique sur tous les plans. Mais
quand les enseignants font leurs réclamations, je pense que ce serait idoine, idéal pour les décideurs de ce domaine d'aller en communication avec les enseignants. Surtout que c'est une prime accordée dans un protocole d'accord déjà signé entre et les enseignants. justement, vous allez voir que c'est ce qui donne, c'est ce qui met un peu de l'essence sur le feu. Parce que quand il y a souvent des accords, des compromis non réalisés, ça ne donne pas la crédibilité de ceux qui se sont engagés dans la signature de cet accord. Donc quand vous dites que vous allez faire ceci et vous ne faites que reporter sans cesse, donc vous voyez que vous ne faites que préparer des bombes qui à n'importe quel moment peuvent exploser. Donc je pense que oui, quand il y a des choses qui sont déjà décidées et quand nous n'arriverons pas à les faire parce qu'il y a une haute urgence, la moindre des choses, c'est de communiquer a priori à l'avance avec ces enseignants pour que les gens sachent, oui, voilà ce que nous avons décidé de faire, mais voilà les conditions urgentes du pays et voilà comment nous allons les réaliser. Si c'est par tranche, on le fera, voilà, ou bien proposer, nous trouvons ensemble la solution. Ce que moi j'ai aimé plus dans le système éducatif américain, c'est que on ne vous impose pas toujours les problèmes, les solutions. On vient avec les problèmes et ensemble avec le collège, des enseignants, même des parents d'élèves parfois. Des parents d'élèves et des élèves, on trouve la solution. Et cette solution est souvent des solutions partagées. Ici, c'est comme si, oui, il y a des gens qui sont dans leur bureau, qui décident et disent aux enseignants, allez-y, faire ceci, faire cela. Ça ne répond pas réellement, ça ne correspond pas à des solutions qui sont utilisables sur nos terrains. Donc vous voulez dire que le gouvernement n'a pas fait preuve d'anticipation? Il suffit de voir les résultats. Preuve d'anticipation serait de discuter avec les enseignants sur ce qui a été déjà accordé mais qui n'est pas réalisé avant la rentrée ou bien tout de suite au début de la rentrée. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, on le voit toutes les années. Début d'année, les enfants commencent et les professeurs font la grève parce qu'ils ne peuvent pas faire la grève pendant les vacances, les gens ne vont pas les voir. Ils doivent avoir une force derrière eux pour pouvoir agir. Donc si c'est quelque chose qui est répétitif à chaque fois, je pense que l'État peut anticiper sur ça et arriver à discuter avec ses enseignants avant même la rentrée pour que ces problèmes-là ne se répètent plus. Et discuter, oui, mais arriver également à trouver des solutions, des résolutions définitives pour qu'on ne puisse pas avoir les mêmes problèmes toutes les années parce qu'après tout ça fatigue. Et si ça fatigue, ça a un impact négatif sur la qualité de l'éducation qu'on transmet à nos enfants. Donc je pense quand même que pensez-vous de la stratégie du gouvernement qui a d'abord cherché à prouver l'illégalité de la grève avec des menaces à l'appui et ensuite des sanctions après les 48 heures de grève observées? Est-ce que j'appellerais ça une stratégie du gouvernement? Ce sont des faits que nous avons constatés. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que il y a une différence entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Légal, c'est parce que, suivant les règles, les tests préétablis, il doit falloir telle et telle chose suivre des procédures. Une procédure bien organisée. Mais ce qui est légitime, des fois, c'est le contexte qui le crée. Et le contexte qui a créé la légitimité de la grève des enseignants, on le connaît, et c'est de ce problème-là que nous parlons. Et c'est ce problème qui n'est rien d'autre que des promesses non réalisées à chaque fois, des attentes non vues des enseignants qui font que des fois, à des moments donnés, celui qui est devant vous n'a plus cette crédibilité parce que vous vous dites, s'il promet encore, est-ce qu'on l'aura? Donc si c'est le cas, il faudrait qu'on se manifeste. Et dans cette manifestation, des fois, on va sur des voies d'illégalité. Et c'est ce qui a fait que quand le professeur Kokoroko dit par exemple que c'est illégal, mais quand on se réfère peut-être à la procédure dans les tests, il aura certainement raison. Et n'oubliez pas également que le professeur Kokoroko, il est un professeur de droit. Et dans le domaine du droit, c'est ce qui est légal par rapport à ce qui n'est pas légal. Donc, il n'a pas
menti quand on dit, par exemple, que ce n'est pas légal. Mais la question que nous devons nous poser, c'est que, est-ce que dans des contextes comme ça, où les crises économiques, les crises sociales sont multiples de diverses manières, avec des tensions politiques qui sont un peu partout, avec le terrorisme qui guette un peu partout, est-ce qu'il y a... il est question de se dire si c'est légal ou c'est légitime, ou bien de trouver une solution pour ce qui doit amener un apaisement pour l'évolution de notre pays. En tout cas, le gouvernement a choisi sa méthode. Après les 48 heures de grève, des sanctions sont tombées. Près de 1500 directeurs ont été déchus de leur poste parce qu'ils ont fait grève. Est-ce que ça peut marcher? C'est une stratégie de gestion de conflit que vous connaissez? Bon, moi, je me dis quand même que c'est une application directe des règles qui a été... bon, quand le professeur Kokoroko dit par exemple que ce n'est pas légal et que tu as fait quelque chose qui n'est pas légal, ça veut dire que des conséquences doivent suivre. Donc c'est ce qui s'est passé. Maintenant, la question c'est de savoir si les enseignants continuent pas à faire des grèves maintenant. Est-ce qu'on va sanctionner presque tout le monde dans le monde enseignant et qui va enseigner? Oui. Bon, est-ce que si on laisse les choses aller sans pour autant utiliser de la légalité, est-ce que ça va arranger notre pays? Donc c'est une question où nous devons jauger le positionnement de nos décisions. Mais quand on veut jauger, c'est par rapport aux impacts que cela aura sur notre avenir, sur notre peuple. Donc c'est à ce niveau-là que nous devons le savoir. Sinon, on peut se dire, si c'est légal, il n'a qu'à sanctionner. Si d'autres aussi vont en grève et c'est illégal, ils sanctionnent. Maintenant, quel serait l'impact sur nos enfants, l'impact sur l'éducation, l'impact sur l'avenir social, l'impact sur la paix dans notre pays? Donc c'est cela qui est plus important. C'est pourquoi je pense qu'au niveau politique, au niveau des décideurs d'État, ils doivent analyser la finalité de ces actions sur ce que nous voulons construire comme un pays que nous partageons tous. Donc oui, l'égalité est là, légitimité est là, mais il faut toujours jauger par rapport au contexte. Et ce que nous recommandons à la nouvelle vision pour dire oui, il est vrai que la légalité, c'est quelque chose à appliquer, mais la légitimité, c'est à considérer. Et le tout doit se jouer par rapport au contexte dans lequel nous vivons. Dans vos 10 commandements, les 10 commandements de l'éducation, est-ce que vous pouvez tirer une recette pour gérer les crises sociales en général et dans le secteur de l'éducation en particulier? Dans les 10 commandements de l'éducation, j'ai plus parlé des best practices, c'est-à-dire des méthodes d'enseignement, c'est-à-dire des conditions entre l'enseignant et l'élève. Mais la crise que nous traversons, c'est les décideurs du secteur et les enseignants. C'est un peu différent. Néanmoins, je reconnais que c'est important que les enseignants, peu importe la condition, la relation enseignant et élève ne doit pas être impactée. Ce que je voudrais dire, c'est que si aujourd'hui je suis payé à 500 l'heure et j'enseigne de cette manière, demain, si je suis payé à 450, je ne dois pas changer la qualité de cet enseignement. C'est-à-dire la manière de transmettre la connaissance à l'élève. Mais si je ne dois pas le faire parce que les conditions ont changé, il est mieux de gérer ça entre celui qui doit me payer et moi, et non de réduire la qualité. C'est comme si tu vas au marché, il y a des choses que tu peux acheter à 1000 francs, qui ont telle qualité, et d'autres à 800 qui ont des qualités réduites. Mais si nous voulons faire l'enseignement de cette manière, ça ne peut que gâter notre pays. Donc là, je vois quand même que la qualité de l'enseignement, l'art d'enseigner doit être maintenu au top. Mais la crise, ça concerne les conditions de travail des enseignants. Et ces conditions, je pense que quand on met les enseignants dans des conditions acceptables, ça renforce la qualité enseignant-élève. Et c'est ce qu'ils sont en train de réclamer pour éviter de réduire la qualité de ce qu'ils offrent aux enfants. Avec la négociation, la concertation, est-ce que vous pensez qu'on peut venir à bout de ces problèmes? Je suis certain, je suis optimiste par rapport à cela et je remercie ceux qui ont décidé d'avorter la grève en dernière minute parce que je pense qu'après tout, c'est le dialogue qui nous permettra d'évoluer. Parce que le bras de fer, ça ne donnera pas la solution que nous souhaitons pour notre pays. Et si déjà
comment dire, le syndicat a décidé en dernière minute d'avorter la grève. Je pense que ça permettra à ce que les deux corps qui doivent être en harmonie pour que ça ait des conséquences positives sur la nature, la qualité de l'éducation, trouveront solution. Donc je suis très optimiste par rapport à cela. Et je reconnais également que la solution au système de l'éducatif ne doit pas seulement provenir seulement de l'État. Il faudrait quand même que des partenaires en éducation, même les citoyens comme nous, ceux qui peuvent aussi apporter, que ce soit des expertises, que ce soit des soutiens financiers, et que ce soit des soutiens en matériel didactique, que ce soit des supports moraux, des conseils, il faudrait quand même que chacun de nous joue sa part pour que l'éducation au Togo retrouve sa qualité pour le bien de notre pays. Mais pour boucler ce chapitre, Dr Ton, vous dites, vous avez enseigné aux États-Unis, vous connaissez le système éducatif togolais également, vous-même vous avez fait l'université, enfin les écoles jusqu'à l'université à Lomé avant d'émigrer vers les États-Unis. Quel est le problème de l'école dans les pays africains en général, au Togo en particulier? Moi, je pense que l'éducation ou bien l'école, au fait, il faudrait comprendre, quand on parle de l'éducation, c'est un véhicule qui transporte des gens d'un point à un autre. Quand je prends le système éducatif en Afrique en général, je me dis des fois qu'il y a un manquement de finalité. L'école, oui, le véhicule est là, mais on va où? Quelles sont les qualités de Togolais que nous voulons avoir dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, en allant? Ce sont ces éléments qui doivent être, au fait, les fondements de nos programmes d'éducation. Si nous voulons construire des Togolais qui doivent travailler ensemble pour donner des résultats, si nous voulons construire des Togolais qui doivent être honnêtes dans la gestion des biens, que ce soit privé ou public, quand nous voulons construire des Togolais qui doivent être à l'heure tous les jours, quand nous voulons construire des Togolais qui ont telle et telle valeur, ce sont ces valeurs-là que nous devons définir. Et maintenant, savoir comment construire ces valeurs à partir du preschool jusqu'à la finalité. Quand vous voyez les États-Unis, même dans les dessins animés, dans les sketchs, dans les dessins à colorier, il y a toujours un message à passer. On dit, l'Américain, D'Artagnan, il est l'Américain, il est fort, il est ceci. L'Américain veut construire un Américain fort. Donc, vous allez voir que depuis même la classe primaire et autres là, l'enfant a en tête que je dois être fort. Donc, tout ce qu'il apprend, il veut être fort, il veut donner, il veut participer dans sa construction. Donc, quand nous n'arrivons pas à définir les finalités, au fait, de l'école, et nous avons des programmes de l'école, ça nous conduira à des situations... Un pilotage à vue, ce que vous dites, c'est quand même grave. Non, oui. Non, grave comment? Parce que ce que je oui, mais si on ne sait où on va... vous allez voir, depuis, oui, je sais qu'il y avait eu... Peut-on avoir un contenu de qualité au niveau de l'enseignement? Bon, le contenu de qualité, c'est jaugé par rapport à la finalité. Oui, mais alors, si la finalité n'est pas définie, ça veut dire que le contenu pose problème. Si la finalité est définie et que nous avons les situations que nous avons aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs de nos dirigeants, de nos chefs de société qui ont été à l'école, qui ont été formés. Mais été formés maintenant, le résultat sur le terrain, c'est ça qui démontre au fait la qualité de ce que nous avons eu à voir, où il suffirait de voir en route, des fois, j'ai fait ces expériences dans mes premiers jours aux États-Unis, où il n'y a pas le policier, il n'y a pas le feu rouge, mais comment les gens s'arrangent entre eux pour faire passer des choses. Alors qu'ici, à des moments donnés, l'autre est devant... son prochain, personne ne veut bouger. C'est comme la si circulation est bloquée. C'est bloqué, l'autre ne veut pas céder. Il y a tellement de choses. Alors que l'éducation dont on parle, ça permet même à la société d'avoir un niveau élevé de résolution des choses. Parce que l'éducation, c'est une âme qu'on te donne pour affranchir ce que tu as devant toi comme handicap. Mais si nous n'arrivons pas à avoir ces résultats sur le terrain, il y a certainement des questions à se poser par rapport au contenu. Oui, les contenus sont bonnes par rapport à quoi? À quels résultats? Donc je pense quand même qu'il est important de revoir. C'est pour cette raison que beaucoup disent que le contenu
enseigner n'est pas adapté aux réalités, si bien qu'on bourre la tête de beaucoup d'élèves. Finalement, dans la vie pratique, on ne sait pas, on ne sait quoi faire. Je me souviens lorsque des avogadros qu'on nous a enseignés. Je disais, lorsque j'avais ma maîtrise en économie à l'université de Lomé, quand on me plaçait dans une entreprise, ce serait difficile pour moi peut-être de remplir des fiches, de faire certaines choses. Mais quand j'enseignais même la mathématique aux États-Unis, je voyais comment je peux utiliser cette mathématique-là dans un store pour aller acheter. Quand on parle de système d'équation, où je vois que voilà maman qui est là avec, c'est-à-dire telle somme et veut acheter soit l'orange et puis la mangue, mais à un budget limité. Donc, c'est un problème d'optimisation. Maintenant, quelles sont les possibilités que la maman a? Vous allez voir, quand on nous a appris ça, on savait ce qu'on devrait résoudre sur le papier, les X et les Y. Mais ça s'appliquait comment dans la vie? Et c'est pourquoi quand on disait que la mathématique était une science abstraite et puis on ne savait pas... Non, moi, quand j'ai enseigné, je voyais que la mathématique, c'est un raisonnement logique qui était vraiment utile dans la vie de tout un chacun. Mais pourquoi la mathématique appliquée n'est pas enseignée en Afrique, notamment au Togo? Justement, c'est ce que je disais quand vous m'aviez dit que ce que je disais était grave. Que le contenu, si elle est bonne, ça doit être jaugé par rapport à la finalité. Mais si on a des Karl Marx ici, ou bien des avogadros ici qui sont trop bons dans ce que les autres ont fait, mais qui n'arrivent pas à résoudre les petits problèmes de leur milieu, de nos pays, alors je vois que l'éducation n'apporte pas tellement de choses. Vous avez, j'ai suivi sur votre antenne, je crois, dans cette semaine, un expert, je crois que c'était sur la TVT, un expert qui parlait de recherches que l'université de Lomé était en train de faire. Je me demande, quand on a eu la crise de Covid, combien d'entre nous, chercheurs, nous sommes plongés dans la recherche des solutions par rapport aux réalités que nous avons autour de nous. On attend seulement que la France, les États-Unis nous envoient des vaccins. Mais je pense quand même que le résultat doit nous permettre de nous poser la question de savoir si réellement le contenu est bon. Quand je fais même l'historique même de l'éducation africaine, je dis l'éducation a été introduite parce que l'autre voulait des gens qui peuvent les représenter et prendre note de certaines choses en dans l'administration qui sont ailleurs. Donc ils n'ont pas amené l'éducation pour éduquer et faire évoluer l'Africain. Mais si nous maintenons cette éducation de cette manière depuis là, et nous voulons l'utiliser pour servir les problèmes actuels de nos pays, nous avons problème. Oui, mais comment de façon... Regardez les livres même que nous utilisons. Mais comment de façon pratique on peut résoudre ce problème? Faisons de la politique appliquée. Oui. Là c'est simple. Et c'est notre domaine. Il faut maintenant qu'on puisse commencer d'abord à réfléchir sur les valeurs que nous recherchons pour les citoyens togolais. Donc nous devons refondre l'éducation d'abord en recherchant. On veut quel citoyen togolais? On veut que les citoyens togolais soient comment? Je donne un seul exemple. J'ai vécu une situation où, aux États-Unis, 2 enfants d'un même parent, et il y a l'un qui fait grade 9, l'autre fait grade 10, mais les deux font l'algèbre 1. Le premier a composé le matin, l'autre doit composer le lendemain avec le même texte. Mais quand ils sont revenus à la maison, ici, dans notre éducation de maison, c'est qu'au moins, j'ai l'épreuve. Et mon grand frère, même père, même mère, peut s'en servir pour faire mieux. Mais quand tu demandes même à l'autre de demander à son petit frère ce qui est sorti, il dit non, ça ne se fait pas. Je dois aller me battre moi-même. Donc, ce qui veut dire que l'éducation veut construire, permet à cet élève américain de mesurer ses propres qualités. Ici, on va t'insulter. Moi, on te dit, pourquoi tu ne peux pas transmettre ça à ton petit frère? Tu es méchant. Alors que là, c'est différent. Donc, c'est pour dire quand même que nous devons redéfinir d'abord les valeurs que nous recherchons. Oui, mais comment? De façon pratique, je vous parle de politique appliquée. Dans quel cadre? Il faut, par exemple, ce n'est pas des choses que des gens hors du régime, du gouvernement peuvent faire. Il faudrait que le ministère de l'Éducation, ensemble avec les enseignants,
reviennent à une table, à une assise de l'éducation. Et dans cette assise, il y aura d'abord la définition des valeurs recherchées par rapport au Togo que nous voulons. Ce qui voudrait dire quand même qu'on doit avoir un Togo de vision. Oui, mais est-ce que ça ne va pas au-delà de ceux qui gouvernent? Parce que vous aussi, dans l'opposition, vous avez votre mot à dire. C'est pourquoi j'ai dit avec tous les acteurs impliqués. C'est une décision qui doit émaner. Parce que quand on veut changer un système de l'éducation, ce n'est pas un simple quelqu'un quelque part qui va le faire. C'est l'État qui permettra, qui créera le cadre pour que ça soit fait. Nous sommes là, nous sommes aptes à apporter notre expertise pour que le domaine puisse être changé. Mais de façon pratique, pragmatique, c'est quoi? C'est qu'il faudrait maintenant aller à une assise de l'éducation. Maintenant, à cette assise, on doit d'abord savoir quel Togo nous voulons. Et si nous voulons ce Togo, quelles valeurs de citoyens, quelles valeurs nos citoyens doivent avoir pour construire ce Togo? Et c'est ces valeurs-là que nous allons maintenant construire à partir du preschool jusqu'à la fin pour que ces citoyens formés à la fin aient ces valeurs. Et ces valeurs-là lui permettent de créer le Togo que nous voulons. Et c'est à partir de ça que nous devons savoir les bouquins à développer par rapport à ça, que nous devons savoir les dessins animés à passer à la télé, que nous devons savoir les sketchs à faire dans les rues, que nous devons savoir les publicités sur les réseaux sociaux et autres, parce que nous voulons véhiculer un message. Et ce message-là a une orientation donnée. Donc moi, j'appelle pragmatiquement à une assise de l'éducation où on permet à tous les acteurs de revenir ensemble, de définir une vision, de définir les valeurs et de voir comment nous pourrons construire ces valeurs et de développer les outils nécessaires afin de reformer, refonder l'éducation et donner les ressources nécessaires pour y arriver. Je rappelle à nos fidèles téléspectateurs qu'ils peuvent participer au débat en cours avec des questions via WhatsApp par le numéro qui défile à l'écran, plus 228 96 46 10 31. Je rappelle le numéro 228 96 46 10 31. Docteur Ton, est-ce que l'expansion du terrorisme dans la sous-région notamment ouest-africaine est liée, on peut le lier aussi au déficit ou à l'inadaptation du contenu éducatif? Peut-être directement non, mais indirectement oui. Directement non, parce que bon, ce n'est pas justement, même dans les pays où l'éducation est applaudie, il y a toujours aussi des actions terroristes qui se font. Mais indirectement, non. Des fois, je me dis, il y a certaines actions terroristes qui sont fondées sur la recherche du bien-être et du mieux-être. C'est parce que l'autre n'en a pas, qu'il a des idées terroristes. C'est parce que l'autre n'est pas à l'aise qu'il peut être manipulé facilement par d'autres personnes. Mais pourquoi l'autre n'en a pas? Peut-être parce qu'on ne lui a pas inculqué les notions pour réussir sa vie. Non, je ne dirais pas ça, parce que tu peux avoir les notions. Combien de diplômés nous n'avons pas au Togo? Mais quand les conditions, le cadre n'est pas vraiment propice à ce que les gens puissent arriver à s'en sortir facilement, ça peut... Mais pourquoi dans le même cadre certains s'en sortent? Mais quand on dit... ça ne va pas, ça ne veut pas dire que dans une situation de crise, il y a des gens qui en profitent. Toujours. Il y a eu Corona, mais les gens sont devenus des milliardaires à travers Corona au moment où les gens meurent. Donc il y a toujours des gens qui arrivent à s'en sortir, à sortir leurs épingles du jeu lorsqu'il y a une situation chaotique. Mais quand nous voulons parler d'un État, nous voulons parler d'un développement, il faut voir la majorité, il faut voir la moyenne. Il faut penser à la classe moyenne. Donc, est-ce que, franchement, aujourd'hui, vous allez nous dire quand même que, oui, et tout est mis au point pour que les choses aillent mieux? Bon, je pense quand même qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est pourquoi nous nous sommes engagés. Et c'est pourquoi nous, tous les jours, nous apportons ce que nous pourrons faire en attendant d'avoir d'autres moyens, d'autres outils pour faire mieux. Quand nous parlons, par exemple, prenons le domaine de l'agriculture, nous parlons de la mécanisation. Oui, on peut parler de problèmes d'éducation liés, de formation liés à cela. Mais vous êtes formés, vous êtes éduqués. Et à un moment donné, oui, mais quels sont les moyens dont vous disposez pour que l'éducation acquise puisse être appliquée
sur vos terres afin de produire le résultat donné. Donc, il y a toujours un problème de moyens qui accompagne le problème d'éducation dont nous parlons. Le Togo dit avoir repoussé une attaque terroriste contre un checkpoint dans le nord du pays, à Pendjal précisément. Faut-il s'inquiéter de cette nouvelle? Mais qui ne doit pas s'inquiéter, même si ce sont des fausses alertes terroristes? Moi, je pense quand même que quand on commence par parler de terrorisme, il est important de prendre les dispositions. Donc, c'est une opportunité également de parler à toute la population togolaise quand même que nous n'essayons pas de minimiser, de marginaliser les problèmes terroristes. Parce que quand vous voyez, quand le terrorisme rentre dans un pays, c'est difficile de s'en sortir. Mais les gens l'utilisent à plusieurs fins, à plusieurs finalités. Donc, je pense que c'est important de s'inquiéter. Et quand on s'inquiète, on prend les dispositions. Je passe par le biais de cette question pour dire bravo, merci à ceux qui, à nos corps habillés, qui ont réagi par rapport à cela pour mobiliser les ressources disponibles afin de pouvoir éradiquer cela, du moins pour le moment. Et nous pensons quand même avec la vigilance de la population, et nous ne laisserons pas faire par rapport au terrorisme. Nous avons tellement trop de problèmes, surtout trop de crises sociales dans la vie courante des Togolais, et ajouter encore le problème du terrorisme serait vraiment un dégât colossal. Mais quelle doit être la meilleure réponse, la meilleure riposte que le gouvernement doit apporter à cette situation? Je pense quand même que le gouvernement, quand on voit, j'ai dit, je jauge des choses toujours par rapport aux résultats. Quand on voit le résultat reporté aujourd'hui, où l'action a été maîtrisée, je pense que les forces de l'ordre ont été proactives sur ces genres de choses, et certainement qui se sont tellement préparés sur ça. Donc le gouvernement doit être vraiment proactif par rapport aux attaques terroristes. Et au-delà de cela, continuer à sensibiliser les populations riveraines, surtout quand on prend le Burkina et autres là, la population riveraine au nord du Togo, pour que les gens puissent aider l'armée à très vite identifier ces genres de choses et à immobiliser. Justement, notamment dans la semaine, j'ai suivi quelques affiches qui sensibilisaient les populations à rester attentives aux moindres escarmouches pour les signaler aux forces de l'ordre. Vous pensez que la population est préparée? Son état d'esprit permet aujourd'hui de faire cette collaboration avec les forces de l'ordre? Ça, c'est comme si c'est évident. Mais si l'état d'esprit, quand on dit terrorisme, c'est contre qui? C'est contre presque tout le monde. Donc, si vous avez faim et que c'est parce que vous avez faim que vous voulez laisser encore les terroristes intervenir et saccager vos vies, vos champs et autres, là, je ne pense pas que c'est objectif. Donc, je pense quand même que c'est important que la population soit toujours prête, peu importe l'état d'esprit, à signaler ces genres de choses. Il vaut mieux signaler et que ça ne soit pas des attaques terroristes que de se taire et en fin de compte savoir que s'ils sont là, ils se sont implantés et ont commencé par gagner du terrain. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la société togolaise est une société dans laquelle on fait très peu de délations, même si on a des suspicions autour de son voisin, peu de gens arrivent à lever la parole pour... Oui, c'est ça. Même si certains le font. Oui, certainement. C'est pourquoi quand vous avez déjà parlé des affiches qui circulent. Aujourd'hui, nous avons la présence des réseaux sociaux qui peuvent jouer beaucoup de rôles aussi positifs sur ces genres de choses. S'il y a entre-temps, c'était difficile parce que les gens n'avaient pas les moyens de communication, ils ne savaient pas à qui parler. Aujourd'hui, à travers des pancartes ou bien des affiches qui circulent, vous pouvez savoir que si vous avez vu quelque chose qui ne paraît pas normal pour vous, voilà le numéro vert à appeler, ou bien au moins mettez ça sur les réseaux sociaux pour que ceux qui ont des connaissances ou bien ceux qui peuvent reconnaître de quoi il s'agit puissent prendre acte et pour que ça soit corrigé. Donc oui, avant, c'était un peu difficile parce qu'il n'y avait pas les moyens de communication en tant que tel. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a un minimum d'outils qui nous permettra, peu importe là où nous sommes, de communiquer sur ces genres de choses. Donc moi, je renforce aussi
aussi cette sensibilisation à toute la population et que quand vous arrivez à identifier ces genres d'actions qui ressemblent à un terrorisme, même si vous n'êtes pas sûr, il vaut mieux communiquer ça aux agents spécialisés afin que la situation puisse être analysée avec une promptitude donnée. L'extension du terrorisme vers la côte est-elle inéluctable, inévitable? Non, je dirais que je ne vais pas dire que c'est inévitable. On peut l'éviter. Et justement, jusqu'à la date d'aujourd'hui, pour le Togo, on rend grâce à Dieu. Il faudrait avoir une population vigilante et il faut quand même que nous cultivons un peu plus notre amour patriotique pour que nous ne puissions pas céder à ce genre de choses. Parce que quand nous voyons dans les pays où il y a le terrorisme, il n'y a pas de stabilité. Et dans un pays où il n'y a pas la stabilité, est-ce qu'il peut y avoir le développement? Donc quand nous tous nous crions, développons, nous faisons ceci, faisons que les choses aillent mieux. Faisons que ceux que nous envoyons à l'école, après les études, trouvent de boulot à faire. Faisons que les retraités à la maison trouvent des meilleures conditions et que leur vie soit revue. Donc, il y a tellement de choses que nous recherchons. Ça ne peut se faire que dans un état où il y a la stabilité. Et cette stabilité ne s'implante pas dans un pays où le terrorisme a fait son injection. Donc c'est important, c'est évitable, on l'a évité jusqu'à la date d'aujourd'hui. Je continue à féliciter ceux qui sont à la front, surtout ceux-là qui portent, c'est-à-dire les forces de l'ordre pour ce qu'ils font, et aussi la population pour leur vigilance. C'est évitable. Est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau de l'identification des citoyens? Vous avez, la plupart n'ont pas de papier d'identité. On ne sait pas qui est qui exactement, qui fait quoi. Oui, ça aussi. Est-ce que ce problème ne favorise pas Oui, ça aussi, ce sont des problèmes que nous avons. Mais je dis toujours que bon, les problèmes sont devant nous. Ce sont des handicaps qui sont sur le terrain. Ce ne sont pas des choses que nous ne maîtrisons pas. Mais vous voyez, dans des villages, même si on n'a pas de problème, si on n'a pas un numéro comme aux États-Unis, on a le numéro social ou sur lequel il y a presque tout lié à toi. Mais dans nos villages, on a une manière d'identifier les choses. Qui dans un village ne sait pas s'il y a un nouveau venu dans le village? Bon, vous parlez de village, mais en ville, oui, on ne sait plus qui est qui. Tous les chats sont gris. Oui, en ville, bien sûr, mais vous voyez quand même que l'injection du terrorisme souvent se fait à partir des coins qui sont un peu reculés de la ville, pour percer la ville. Il y a d'autres qui sont directement liés à la ville, mais oui, je suis certain quand même que ce serait toujours un bon apport. Que tous les citoyens togolais arrivent à avoir un numéro d'identification pour que nous puissions utiliser un peu plus les données pour pouvoir prendre des décisions. Parce que ça permettrait également à mieux gérer nos pays, à mieux savoir combien de gens nous sommes, qui est qui peut faire quoi et qui est capable de quoi. Et c'est ça qui permettra également de savoir que nous avons besoin de tel nombre d'écoles, de tel nombre de classes d'école dans telle année, et qui permettra de savoir que nous avons besoin de tel hôpital dans telle zone, parce que voilà ce qui se passe. Je pense que c'est important d'avoir un numéro d'identification qui permettrait à ce que beaucoup de choses soient... Mais pourquoi les États africains sont si faibles en matière de statistiques, en matière... de gestion de ces données que vous évoquez, alors qu'elles sont importantes pour la planification, mais aussi pour le développement? Oui, je pense que c'est un retard que nous avons accumulé, surtout par rapport à ce que ça peut donner si nous avons de ces statistiques. Il faut comprendre, hein, des fois quand on dit on veut faire un recensement, je me souviens, entre-temps, on veut recenser les gens, les parents disent de ne pas donner le nom des garçons de la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a une peur pour dire quand même que c'est pour identifier les bras forts qui sont là pour les arrêter, pour faire ceci. Vous voyez, non? Donc, ce qui veut dire que nous n'avons pas été très bien formés sur ces genres de choses et ce que ça peut donner. Nous avons eu à vivre certainement le côté négatif de ces identifications. C'est pourquoi c'était difficile aux Togolais de dire, voilà, nous avons telle personne qui fait ceci, qui a tel âge, qui est ici et qui fait ça. Donc, la plupart du temps, nous pensons que cette identification permet à ce que nous puissions être repérés très facilement lorsqu'on aura besoin de nous pour quelque chose de mal. Donc, aujourd'hui, je pense quand même qu'il y a beaucoup de Togolais, beaucoup d'Africains qui ont compris que data-driven decision making,
C'est-à-dire quand vous prenez des décisions sur des données statistiques, ça permet une meilleure planification. Et gouverner, c'est prévenir, c'est faire des provisions, c'est de savoir dans telle ou telle année combien de telle ou telle chose nous en aurons besoin. Et donc je pense quand même que c'est le moment de sensibiliser encore un peu plus pour que nous puissions avoir des données. N'est-il pas possible d'organiser des opérations foraines de délivrance de cartes d'identité, par exemple, comme on le fait pour les cartes d'électeurs pendant les périodes électorales? Nous le recommandons. Je pense quand même qu'il y a eu entre-temps de ces genres d'actions et nous allons recommander que ça soit encore fait. Surtout dans des zones reculées, et pour que la population ait du moins la carte d'identité à travers laquelle ils peuvent avoir un numéro d'identification. Donc ceux qui sont des décideurs qui nous suivent aujourd'hui, je pense que c'est important de pouvoir le faire. Et surtout, avec la décentralisation que nous avons, les élus locaux, quand dans vos zones, vous reconnaissez qu'il y a plusieurs personnes qui sont sans identification, je pense que c'est le moment de faire appel à ces genres d'actions pour que ça soit fait dans vos communautés, afin que chaque Togolais puisse avoir quand même sa carte d'identité. Docteur Ton, est-ce que l'expansion du terrorisme ne vient pas de la faiblesse aussi des organisations régionales ou régionales comme l'Union africaine, comme la CEDEAO, qui ont manqué d'apporter une réponse concertée contre ce mal? Je pense que le terrorisme peut être vu, peut être analysé ou bien peut être compris sur plusieurs fronts. Et des fois, ce sont les grandes politiques qui sont derrière le terrorisme. Qu'est-ce que vous appelez grande politique? Je pense, quand nous mettons le terrorisme dans le contexte géopolitique, on peut savoir, par exemple, quand dans votre introduction, on a parlé du Mali et de la Russie et de la France. Donc, entre-temps, quand la main dirigeante veut changer de couleur ou bien cherche à s'impliquer dans la politique d'un pays, ça peut se passer par des actions terroristes. C'est possible. Mais est-ce que la plupart des temps, nous pourrons toujours le dire que cette expansion, c'est dû à cela? Bon, il y a des terrorismes qui sont dus à des bagarres même ethniques dans certains pays. Il y a des terrorismes qui sont dus à la politique elle-même sur le terrain où il y a beaucoup de contestations, où d'autres se rangent en mercenaires contre un régime donné. Donc il y a tellement de choses qui sont des fondamentaux du terrorisme. Maintenant, quand on prend la CEDEAO, est-ce qu'on peut dire que directement c'est la faiblesse de la CEDEAO qui le fait? Je dirais peut-être ce serait une aberration de le dire. Mais est-ce que ça peut provenir de là? Oui. Quand dans des pays africains, des institutions ne sont pas aussi fortes pour trouver des solutions idoines, des solutions effectives pour nos populations, ça peut créer ce genre comment dire, ça peut générer les frustrations qui sont à l'origine. Exactement, qui pourront être utilisées par les autres dans le domaine terroriste. Donc, c'est aussi possible à travers ces institutions qui n'ont pas, au fait, depuis longtemps, satisfait les attentes de nos populations. Donc, c'est important également qu'eux aussi, à leur niveau, puissent savoir ce qu'ils doivent faire en tant qu'institution pour revendiquer leur positionnement par rapport à ce genre de problèmes. Comme la libre circulation, par exemple, des personnes et des biens, un des objectifs primordiaux de la CEDEAO non encore atteint. Docteur Ton, je propose qu'on marque une pause pour une nouvelle édition du journal. On va reprendre les discussions dans une dizaine de minutes. Et les téléspectateurs, je rappelle encore qu'ils peuvent vous poser des questions directement par WhatsApp au 228 96 46 10 31 et vous leur apportez les réponses dans la seconde partie où nous allons aborder également le cas malien et les velléités d'alliance avec la Russie sous le mécontentement de la France. Je demanderai également le positionnement de votre parti dans cette géopolitique africaine et puis vos projets pour les années à venir, comment vous vous organisez pour aborder la présidentielle par exemple de 2025. Mais là, une pause donc pour cette nouvelle édition du journal. À tout de suite.